qu'on a réintégré au camp de la Courtine et qu'on a mis sous bonne garde, désarmés bien évidemment. Et puis, je vous ai donné tout à l'heure quelques effectifs qui ont été conduits au Fort Liédo, 300. Ceux qui ont été emprisonnés directement à Bordeaux pour être jugés, ils ne seront jamais jugés. Et puis les 237 qui étaient considérés comme étant les plus responsables, les délégués des comités et tout, qui ont été amenés directement au Fort Liédo de l'île d'Aix. C'est un fort à demi comment on dit ça, à demi enterré, oui, qui avait vu déjà les communards en partance pour la Nouvelle-Calédonie, qui était passé par là, qui verra plus tard les nationalistes algériens emprisonnés ici dans ce fort. Bien, donc on a cette situation. Il reste des milliers et des milliers donc, dans le camp de la Courtine, et on va leur demander à choisir entre trois alternatives, trois solutions, si je puis dire. Revenir combattre dans une légion russe, voilà, sous la direction de l'armée française. Ils seront 350 à accepter ceci. La deuxième alternative, ce sera d'aller dans des compagnies de travailleurs en France, donc dans des mines, dans des carrières, dans les exploitations forestières, à la disposition d'un patronat local qui demanderait de la main-d'œuvre, donc payé très peu cher, je vous donnerai les chiffres, ça vous intéresse tout à l'heure. Et donc ils ont été 11 000 à accepter cette alternative. Il est resté 5 000 soldats qui ont refusé la première et la deuxième et qu'on a envoyés en Algérie dans les bagnes. Oui, principalement dans les bagnes, dans des compagnies disciplinaires, ou pour certains d'entre eux, dans des fermes des colons, puisqu'ils n'avaient plus la main-d'œuvre, les fellahs étaient dans l'armée coloniale, et donc il leur fallait de la main-d'œuvre. Ils ont été employés par les colons pour certains d'entre eux, mais dans des conditions de répression et de discipline qui étaient vraiment difficilement supportables. Ceux de l'île d'Aix étaient déjà très difficilement supportables, c'était une compagnie disciplinaire. Ceux qui étaient en Algérie, dans les bagnes, ça se passe de tout commentaire, mais également ceux qui étaient dans les fermes, bon, c'était vraiment une exploitation forcenée et des conditions de répression difficilement tenables. Nous sommes là, donc, à partir de décembre 17, c'est ça la situation. Il y a les compagnies de travailleurs. Dans la première partie, on était encore sous le gouvernement provisoire, qui était engagé dans la guerre sur le front de l'Ouest. Mais à partir des événements d'octobre 1917, est-ce que la donne change un petit peu pour tous ces prisonniers? Alors la donne ne change absolument pas pour tous ces prisonniers, puisque la France refuse de les transférer en Russie. L'alliance change. Il va y avoir les négociations pour un accord de paix séparé entre les Allemands et les Russes. Le gouvernement de Lénine, ils vont engager les pourparlers, et il va y avoir la fameuse paix de Brest-Litovsk qui va être signée au mois de mars 1918. Et donc la France d'alliés devient une puissance non pas neutre, mais même ennemie. Et puis la France va se retrouver d'ailleurs aux côtés d'autres puissances contre la Russie soviétique. Il y a eu un corps expéditionnaire. Et il y a eu un corps expéditionnaire. Bien sûr, en mer Noire. Ouais. Et donc, cette situation-là fait que la France veut absolument pas rapatrier ces milliers de soldats mutinés, considérant que de toute façon, ils iront avec les bolcheviks quand ils vont rentrer. Donc ça fera des forces d'appoint. Voilà. La France va aider à ce que les armées blanches, de Dénikine, Wrangel et tous les autres, soient armés. Et d'ailleurs, les officiers des deux brigades russes en France vont rejoindre les armées blanches, eux. Et donc on va se retrouver avec 5000 soldats russes en Algérie, des milliers et des milliers dans les compagnies de travail en France, et les deux brigades qui vont arriver de Salonique à partir de 1918, on va les envoyer directement pour la plupart d'entre elles en Algérie. Donc ils vont se retrouver à 12 000 en Algérie, dans des conditions d'enfermement, de répression et tout ce que vous voulez. Et donc les pourparlers entre la France et le gouvernement de Lénine vont déboucher qu'en 1919 par un protocole d'accord sur le rapatriement qui va s'étaler jusqu'au mois de septembre 1920. C'est-à-dire que ces soldats, de la fin 1917 jusqu'à septembre 1920, vont rester dans les conditions que je viens de vous donner, de travailleurs volontaires, d'emprisonnés dans les compagnies disciplinaires, ou dans les camps, ou dans les bagnes, voilà. Et donc c'est cette situation. Ce qui est extrêmement intéressant, et des historiens qui bossent avec l'association, et membres de l'association d'ailleurs, qui font des recherches là-dessus, ont travaillé beaucoup sur le contrôle postal. Et bon, ces Russes, ils écrivaient
des lettres qui ne seront pour la plupart jamais parvenues à leur famille en Russie, et donc qui étaient interceptées par le contrôle postal et qui ont été gardées après dans les archives à Vincennes. Et Rémi Adam, qui est celui qui a le plus travaillé comme historien, qui a écrit ce truc-là, Histoire des soldats russes en France, qui a fait son mémoire là-dessus, a beaucoup travaillé sur les lettres interceptées, donc ils ne sont jamais sortis des archives de l'armée française. Et on voit comment la conscience de ces soldats, au fur et à mesure d'une révolte en avril 1916 à leur détention en 1918, 1919, 1920, cette conscience qu'ils ont acquise, ils ont salué la révolution russe comme étant salvatrice pour eux, c'était vraiment un espoir formidable. Et ce qu'ils connaissaient dans les conditions d'enfermement dans lesquelles ils étaient, c'était pas grand-chose non plus, mais ils se forgeaient leur propre opinion, qui était qu'ils étaient du côté des rouges, ils étaient du côté des bolcheviks, de ceux qui avaient pris le pouvoir et tout. Et quand on a engagé le rapatriement en 1920 et qu'on a demandé, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des milliers et des milliers qui étaient en Algérie, on leur a demandé est-ce que vous voulez être débarqués dans un port tenu par les Blancs, on était en pleine guerre civile encore, hein, par les Blancs ou par les Rouges. 98% ont dit nous voulons être débarqués dans un port tenu par l'armée rouge, par le gouvernement soviétique. Donc ils s'étaient forgés à l'idée que pour eux, c'était tout le sens de leur combat, de leur révolte, de leur mutinerie qui se trouvait incarné dans la victoire en Russie contre les forces de la réaction. Je vous dis ça parce que c'est intéressant et je voudrais bientôt terminer. Ça, on voit là les compagnies de travailleurs, le Fort Liedo, voilà. Globa sur la gauche et Pierre Pigayev dont je vous ai parlé au début, qui est cordé par un soldat de la coloniale, un Sénégalais. Alors, je vous parle de ces deux-là parce que ça m'amène à vous parler de ceux qui sont restés en France. Michel Molotov est resté en France et Stéphane Gavrilenko sont restés en France. C'était des soldats de la première brigade. Ils sont restés en France comme 400 de leurs camarades qui ont fondé pour la plupart des familles. Ils se sont installés, ils ont trouvé un travail pour la plupart d'entre eux également. Michel Molotov, son petit-fils est Eric, est vice-président de notre association. Et Jean Gavrilenko, qui est le fils de Stéphane Gavrilenko, est celui qui a été un des fondateurs de notre association, la Courtine 1917. Je vous parle d'eux parce que, avec les descendants, nous avons réussi à reconstituer pas mal de choses de cette histoire du corps expéditionnaire russe, de ces soldats, de l'après-mutinerie. Il y en a 17 aujourd'hui de ces descendants qui sont membres de notre association et qui travaillent avec leurs propres documents, leurs propres sources, je veux dire, à alimenter cette histoire, et ça, c'est très, très, très important. Cette photo-là, elle est magnifique, moi je trouve. Vous avez le Stéphane Ivanovitch Gavrilenko qui est là. Il est devenu, lui, travaillé dans le bois, il est devenu ébéniste et il s'est installé à Belfort, puisqu'il était dans une compagnie de travailleurs tout près de Belfort. Et il s'est marié, voilà. Et là, c'est une photo qui a été prise en 1927 à Belfort, et c'est tous des Russes, deux d'entre eux avec leur épouse. C'est tous des Russes qui étaient des soldats russes à la Courtine, qui se retrouvent donc à Belfort, restés en France, et qui célèbrent le 10e anniversaire de la Révolution russe. Vous ne le voyez pas bien ici, mais il y a, je crois, une faucille, un marteau, et il y a 1917 et 1927. Et ils sont, je veux dire, dans cet état d'esprit de fêter, eux, le 10e anniversaire de la Révolution russe à Belfort, en France, comme soldats russes ayant été amenés en France pour combattre. On retrouvera d'ailleurs une grande partie de ces soldats russes qui sont restés en France, dans les maquis, en 1941, 42, 43. Ils savaient ce que c'était un peu que la guerre, eux aussi, et ils avaient choisi leur camp, et ils ont aidé les maquis là où ils étaient. C'était le cas en particulier de ceux qui étaient dans l'Est. Donc voilà, sur cette formidable épopée, j'ai bien conscience de vous avoir dit peu de choses par rapport à ce qui pourrait être dit, mais considérez qu'il y a énormément de choses intéressantes dans cette histoire qui reste encore à découvrir. On sait par ailleurs très très peu de choses sur les milliers qui sont restés en Algérie. Donc il faut engager un travail avec des historiens algériens, avec les archives et tout, pour essayer de retrouver bout à bout toute une série de choses qui pourraient alimenter l'histoire de ces soldats. On connaît beaucoup plus sur les compagnies de travailleurs en France, parce que ça se passe ici. Voilà.
on sait où elles étaient, on sait ce qu'ils faisaient, et donc il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus. Mais voilà, c'est ce travail-là qu'on est en train de faire vivre cette histoire, de la faire connaître, et de la faire connaître surtout à un public scolaire, jeune, parce que nous pensons que c'est intéressant, parce que ça touche au pacifisme, ça touche en fait à des milliers de soldats qui à un moment donné disent non, on ne veut plus combattre, qui ont pris conscience qu'ils n'avaient pas été amenés en France pour faire du tourisme, mais pour tuer, pour faire la guerre, et que la conscience qu'ils ont eue de cela, après, bon, a déterminé finalement tout ce qui s'est passé dans cette mutinerie. Et je crois, on l'a vu à la Courtine avec les jeunes qui sont venus, des jeunes qui étaient des CM2 pour la plupart d'école, il y avait 85 élèves qui étaient là. Ils ont pris un très grand intérêt à discuter avec les descendants, les petits-fils et petites-filles de ces soldats russes, à leur poser toute une série de questions, et c'était pas du tout bête et idiot ce qu'ils posaient comme questions. Et je pense qu'on peut, comme le mouvement de la paix, comme l'ARAC et d'autres associations aujourd'hui, eh bien promouvoir ces valeurs d'humanisme, de paix, à travers, y compris l'histoire des soldats russes en France. Enfin, nous, c'est à ça qu'on peut contribuer avec l'association, c'est à faire passer ces valeurs. Je termine là-dessus, et avant la discussion que nous allons avoir, pour vous présenter deux, trois petites... Vous avez deux stands là-bas qui sont côte à côte, Victoria et Liliane. Victoria qui est au stand de l'association La Courtine 1917. Nous éditons tous les 6 mois un cahier. Celui-ci vient de sortir il y a une semaine. C'est le colloque qui s'est tenu en septembre 2017, donc en septembre dernier à La Courtine. Une journée de colloque, 8 historiens. Vous avez toutes leurs communications qui sont là. Et puis vous avez un cahier central, des photos de ces 3 jours de commémoration. Bon, voilà, c'est un bel ouvrage. 4 autres ont été sortis dans les mois qui ont précédé. Puis vous avez plein de bouquins. Celui de Rémi Adam dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai beaucoup cité ce bouquin-là. 1917, le Limousin et la Révolution russe. On va en parler ce soir à Tulle, après la projection du film. Ce bouquin est sorti au mois d'août 2017 aux Ardents Éditeurs à Limoges. Il a été réalisé, écrit par un collectif. Et il y a 2 parties distinctes. Il y a la partie l'histoire des soldats russes, et la partie que vous avez en rouge ici. La deuxième partie, c'est un collectif de l'association des historiens, moi-même, qui avons écrit cette deuxième partie. La première partie, c'est sur un Limougeot dans la Révolution russe, Marcel Baudy. Peut-être que ça vous dit quelque chose pour certains. Marcel Baudy était un typographe qui était à Limoges, et qui, parce qu'il avait lu Tolstoï en français, s'était promis d'apprendre le russe. Et puis il avait appris le russe auprès d'un immigré russe qui bossait dans la porcelaine à Limoges, tant et si bien que quand il part au régiment, 1916-1917, il se retrouve à Angoulême, et on demande si des gens ils parlent des langues étrangères. Il dit, moi, ouais, russe, ah, pof, artilleur, instructeur, il part avec son régiment en Russie. Et il arrive au mois de mai 1917. La révolution a commencé. Marcel Baudy était quelqu'un qui avait quand même un soubassement. Son père était syndicaliste, porcelainier. Son frère était également syndicaliste. Jeune, il avait connu 1905 à Limoges. Vous savez, c'était les révoltes ouvrières. Quand des femmes protestaient contre le droit de cuissage et avaient commencé les grèves chez les porcelainiers à Villande, et puis ça avait donné lieu aux grandes manifestations, aux émeutes de Limoges, où Camille Vardel avait été tué par la troupe et tout. Marcel Baudy, il avait vu tout ça, il avait connu tout ça. Il était, comme Louis Barthas, profondément pacifiste quand il est parti à Moscou et tout, et avec un soubassement qui était de dire, bon, bah, le socialisme et les socialistes et tout, à cette époque-là, ça représentait quelque chose, hein. Ces filles. Bon, et donc il se trouve happé par cette révolution russe, il arrive là-bas, et il va faire partie avec d'autres de ceux qui vont être près des bolcheviks après octobre 1917. Et lui, comme il parle russe, il va être, disons, affecté à l'appareil dirigeant du parti bolchevique pour cette question de traducteur. Et
il va être très proche des dirigeants, tant et si bien qu'il va être au premier congrès, au deuxième congrès de la Troisième Internationale, qui vont avoir lieu en 1919 et 1920 à Moscou. Après, il va faire de la propagande, et ils vont fonder à Moscou le groupe des communistes français. C'est-à-dire qu'ils vont déserter de l'armée française, et ils vont se mettre au service de la révolution qui a été victorieuse en octobre 1917. Et donc l'épopée de Marcel Body, là-bas, elle est assez extraordinaire. Il va partir en 1921 comme deuxième de l'ambassade russe en Norvège, à Oslo, avec Alexandra Kollontai, qui était une grande dirigeante du parti bolchevique et qui était ambassadrice, et lui, il était le numéro 2 là-bas. Et il va rester donc plusieurs années numéro 2 de l'ambassade en Norvège. Il va revenir en 1925-26, je crois, à Moscou. Bon, il va voir que les choses ont quand même considérablement changé. Les choses se sont tendues. Bon, 4 ans de guerre civile, il y a eu des millions de morts suite à cette guerre civile, et puis il y a un pouvoir qui s'est modifié, qui s'est transformé, avec des traits qui ne vont plus tellement correspondre à son idéal de communiste, lui. Et donc il va revenir à Limoges, et je passe, bon, on en discutera ce soir, il va revenir à Limoges, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire qu'un ouvrier d'ici, de Limousin, ce soir trouvait un des proches de ceux qui ont fait la révolution là-bas, et on a été proches pendant des années et des années, et qu'après il ait continué un combat militant ici quand il est revenu en Limousin. Donc ça c'est la première partie de ce bouquin, écrit par Anne Manigaud, qui est professeur au lycée Gay-Lussac à Limoges, et qui sera là ce soir à Tulle, après le film, comme biographe de Marcel Body, pour vous en parler. Donc ce bouquin, il est très bien, parce qu'il est au moins en 2 parties, et puis je pense que vous apprendrez plein de choses, aussi bien sur le corps expéditionnaire russe, la mutinerie, que sur Marcel Body. En plus, il y a une iconographie qui est assez formidable. Voilà, donc tout ça, je termine par le roman de Liliane, qui est là, Liliane Fauriac, de Haute-Vienne, romancière. Ouais, c'est un des rares romans, il y en a eu 3 ou 4, je crois, Liliane, romans, qui aborde la question de la mutinerie des soldats russes à la Courtine. Le sien le fait, et je vous le recommande, il est vraiment bien écrit, et c'est très prenant. Donc vous aurez l'occasion de vous faire dédicacer celui-ci et celui-ci tout à l'heure si vous voulez, ou ce soir, à Tulle, voilà. Excusez-moi si j'ai grillé le temps, mais... On t'excuse, il n'y a pas de souci. Merci. Peut-être, oui, on peut t'applaudir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Qu'on en profite pendant faudrait qu'on parte à 5h30, mais on peut se laisser peut-être 20 minutes ensuite pour les livres, aller voir les livres, les boutiques, mais est-ce que vous avez quelques questions à poser à Jean-Paul? Oui. Alors moi je voudrais faire part de ma stupéfaction devant la découverte de ce qui s'est passé à la Courtine. Là, vraiment, je voulais vraiment, quand j'ai vu votre conférence, je voulais absolument venir pour des raisons personnelles très très fortes. Mon père a été militaire, a été à la Courtine en 1939. Voilà. Je n'avais jamais entendu parler de ces événements que vous venez de présenter. Et en plus, j'ai été professeur d'histoire à partir de 1962. J'ai fait partie des professeurs Nouvelle École qui présentaient, qui recherchaient, qui en même temps présentaient la guerre de 14-18 sous un aspect complètement différent. Ça, je suis partie à la retraite en 2000, mais je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a eu un moment où cet événement-là, il a été présenté dans les cours sur l'histoire de la guerre de 14-18, parce qu'il y a eu une époque où on a vraiment approfondi la guerre de 14-18, ça s'est fait très très à fond, et cet aspect-là est quelque chose de tellement important. Et encore un coup, je découvre tout avec... c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Oui, je vais répondre tout de suite à votre question. Que je sache, pour l'instant, du point de vue des programmes d'histoire, il n'y a pas trace de la mutinerie. Ceci dit, je vais vous expliquer quelque chose. Quand on a commencé à préparer les 4 jours de commémoration, on a pris contact avec le rectorat de Limoges et on a rencontré l'inspecteur général d'histoire
qui lui était au courant parce qu'il avait été élève de Rémi Casal, qui est un historien et qui a publié le bouquin sur Barthas. Donc vous voyez, bon. Donc cet inspecteur général d'histoire, lui connaissait l'histoire des soldats russes et de la mutinerie de la Courtine. Et nous lui avons présenté le projet de faire des fiches pour les enseignants de l'académie qui pourraient servir, s'ils le souhaitaient bien évidemment, sans vouloir nous insinuer, voilà. Il a marché avec nous. C'est-à-dire qu'on a fait des fiches, qu'on les lui a fait valider, il les a modifiées et tout, et il les a envoyées, a priori, aux enseignants d'histoire, de collège, de lycée, et il nous a laissé carte blanche pour les écoles primaires. Ce qu'on a fait, on a été voir les directeurs, on leur a dit voilà, on fait un projet, si vous voulez faire participer les élèves les plus âgés de primaire, les CM2, à cette journée, il y aura des expos, on avait 5 expositions, il y aura des descendants de soldats russes, on a des petits dessins animés ou des machins comme ça. Donc on a fait, voilà. Donc on a eu le concours du rectorat sur ce projet-là, des directeurs d'école les plus proches de la Courtine, puisqu'il y avait 5 écoles qui étaient représentées. Bon, c'est un début, mais c'est ce que nous voulions finalement. C'est ce que nous voulions. Et moi j'étais très content, après la mutinerie, on a reçu un coup de téléphone, c'était des élèves de première du lycée d'Argenton-sur-Creuse qui préparaient ce qu'on appelle un TPE, travail personnalisé encadré, c'est ça? Voilà. Et qui avaient décidé que c'était sur la mutinerie de la Courtine. Donc on a été les voir, on a passé un film, on a échangé et tout. On a bossé pendant un mois par échange avec eux, et ils ont préparé un TPE qu'on va publier dans le prochain cahier. Et tout le lycée est vachement content. Voilà, on va y revenir pour faire un truc pour tout le lycée maintenant. Donc ça, c'est des trucs bien, parce qu'on voit qu'on peut passer sans brusquer les choses, en milieu scolaire, en respectant les formes, et que ça intéresse. Ça intéresse, c'est surtout ça. C'est resté local quand même. Oui, c'est resté local, mais bien sûr, c'est resté local. Ouais. Il y aura un film super. Ça n'a pas dédicacé. Non. Alors, moi je voulais vous... C'est quoi le film au programme ce soir? Le film au programme, c'est Lénine et Marcel. C'est donc un film sur Marcel Baudy, l'ouvrier des Mougeot dont on a parlé, qui est sorti en août. On l'a sorti en avant-première à Ussel. C'est un film de France 3, produit par France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et les deux réalisateurs sont Dominique Montel et Christopher Jones. C'est un film de 52 minutes qui est bien fait. Pour ceux qui le verront, vous verrez, il est bien fait. Et ça retrace donc les... Cinéma Hein? OVO là. OVO, ouais. C'est OVO, entrée gratuite. Ça retrace la première partie de la vie de Baudy, donc voilà. Et alors, les deux films dont vous avez parlé au début, Ouais. est-ce qu'ils sont visibles Alors, il faut que ça reste entre nous surtout. Ah ben oui, pas de problème. Non, le premier film, 20 000 moujiks sans importance, c'est vraiment celui que nous recommandons. Bon, nous on l'a sur disque dur, on l'a sur des clés et tout. Le problème, c'était une coproduction France 3 avec une boîte de prod qui s'appelait IO Productions. Cette boîte a fait faillite. On a recherché par tous les moyens à voir s'il y avait des ayants droit pour avoir l'autorisation. On a l'autorisation de le passer par France 3, aucun problème, parce qu'on est en partenariat avec eux. Mais on n'a pas formellement l'autorisation de le passer, parce que voilà, il faudrait passer par l'INA. Sauf que quand on passe par l'INA, c'est des centaines et des centaines d'euros pour avoir la possibilité de passer un truc comme ça. Donc on le passe dans des conférences comme ça, dans des trucs sans droit d'entrée. Voilà, ça marche depuis 3 ans comme ça, personne ne nous a embêtés, mais voilà, si on nous demande une clé USB, ben on file contre le prix d'une clé USB, on file le film, mais on recommande de ne pas surtout le programmer dans une salle de cinéma avec un droit d'entrée, parce que ça veut dire qu'un jour on va nous tomber dessus après un raccourci. Mais c'est un film superbe, superbe, très très bien fait, qui retrace un peu tout ce que j'ai évoqué là, avec des moyens cinématographiques. Le deuxième de Pierre Guachel, qui est beaucoup plus récent, ça vous pouvez avoir l'autorisation de le passer. Il suffit de demander au réalisateur, qui est un Limougeot, Pierre Guachel, et à France 3, et si vous avez ces 2 autorisations, à mon avis, ça pose aucun problème. Hein. Oui. J'avais une question, c'était en fait, j'avais parlé il y a 2 ans en fait, parce que je vous avais vu en conférence à Tulle, Stade La Treille en octobre 2013. Vous étiez venu pour présenter ça, vous avec des collègues de la Courtine. Ah oui. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'avais appris cette histoire des Moujiks.
Et j'en avais parlé à une délégation de Russes qui était venue à Tulle, parce que Tulle est jumelée avec une ville russe, Smolensk. Et j'en ai parlé à des professeurs, notamment d'histoire, qui ont été très intéressés par cette anecdote, enfin cette anecdote, je ne sais pas si on peut parler d'anecdote, mais cet épisode de la guerre, c'est quand même un épisode important. Et effectivement, il y a des Russes qui ont fait des recherches dans les familles là-bas, surtout avec leur université, et qui ont découvert qu'il y avait des moudjiks qui avaient été déportés en Algérie, qui avaient été à la Courtine et qui avaient été déportés en Algérie ensuite. Et du coup, il y a des ancêtres smoléniens, en fait, qui ont des gens, des descendants de ces moudjiks, qui ont retrouvé leurs ancêtres smoléniens à Smolensk, en fait. Grâce au... On va dire grâce à l'échange de délégations et grâce au travail de certains professeurs russes qui ont retrouvé des choses comme ça dans les archives et qui ne pensaient pas forcément. Parce qu'en Russie, on parle très peu de la Première Guerre mondiale, parce que comme ils se sont rendus, c'est extrêmement mal vu dans l'esprit russe de s'être rendus. Voilà, nous c'est un peu le même problème qu'on a avec juin 40, enfin que certains peuvent avoir, après ça dépend de la vision qu'on a de l'histoire, hein. Mais je veux dire, il y a cette question-là, et c'est vrai qu'en Russie, ils préfèrent parler de la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelle d'ailleurs la Grande Guerre patriotique, alors que nous, la Grande Guerre c'est 14-18. La Première Guerre mondiale, ils en commencent à en reparler, mais c'est tout récent, quoi. C'est pas quelque chose qu'il fallait glorifier, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il commence à... Enfin, moi, ce qui avait mis la puce à l'oreille, c'était une enseignante qui m'avait dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait son ancêtre, qui avait été arrêté par l'armée française et envoyé en Algérie. Et moi, je lui avais parlé du coup de l'affaire des moudjiks. Elle m'avait dit qu'il y avait sans doute un lien avec ça. C'est de là qu'ils ont fait ces recherches et qu'ils ont trouvé ça, qu'ils ont trouvé des liens tout récemment, quoi, en fait. Donc il y avait des gens de la région de Smolensk, des paysans, en principe justement des moudjiks, qui avaient été amenés dans ces brigades de corps expéditionnaires. Intéressant, oui, c'est intéressant. Voilà. En plus, on n'est pas du tout jumelé avec Smolensk pour ça, on est par rapport à la Seconde Guerre mondiale, vu que ça a été une ville martyre comme Smolensk. Deux villes qui avaient subi des massacres, c'est ça qui avait fait le jumelage en fait. Et du coup, aujourd'hui, on est sur quelque chose, on a retrouvé aussi des liens avec la Première Guerre mondiale, quoi, entre les deux villes, je sais pas, mais les deux régions, quoi. Très intéressant, ça. Voilà. Je voulais poser une question. Vas-y, tu as une question à poser. Vas-y, Michel. Je voulais simplement dire qu'il était prévu qu'ils arrivent à 1,2 million. Vous imaginez le travail? À 40 000, le cirque que ça a fait, à 1,2 million, mais... Là, c'était la Révolution. C'était la Révolution en France. Pour rejoindre la question des effectifs... Merci de cette réflexion du monsieur là. Parce que moi, ça m'est venu aussi. Excusez-moi, mais vous avez un don de thérapeute. Parce que moi, quand je m'assois les après-midi, je m'endors tout le temps. Moi aussi. J'ai remarqué que ce n'était pas le cas aujourd'hui. C'était pas le cas, mais toutefois, il m'est revenu cette réflexion que vient de faire notre ami là. C'est que j'ai rêvé un petit peu. Hein. Tout en ne dormant pas, j'ai rêvé quand même. J'ai rêvé presque quand je vois ce qui s'est passé autour de ces troupes amenées en France pour combattre. Et ce qui s'est passé ensuite, l'effervescence qu'il y a eu avec les soviets et tout, s'il y en avait eu, donc, vous voyez, ben, j'hésitais un peu à intervenir, mais comme vous m'avez tendu une belle perche, c'est que si on avait pu, l'en était arrivé, bien sûr, c'était pas très gai de venir qu'il en soit bien autant pour combattre. Parce ça faisait beaucoup de bateaux. Hein. La guerre n'amène que des horreurs, mais... si l'histoire avait voulu qu'ils viennent, oui, à plusieurs millions au lieu de quelques dizaines de milliers, eh bien, ça aurait peut-être eu une drôle de répercussion. Peut-être nous aussi, il se serait formé peut-être des soviets dans l'armée française. C'est bon, c'est une petite... Oui, et lorsque vous nous dites que c'est le gouvernement français qui a voulu les garder afin d'éviter de les relâcher et que ça aille garnir, moi ça me laisse un peu perplexe parce que sur les 400, sur ce qui était promis, on est arrivé que 40 000. Moi j'ai l'impression que les Russes les ont plus abandonnés que la France a voulu les garder. Oui, à un moment donné, l'état-major russe a décidé on ne donne pas plus. Hein. Oui, on n'en voit pas plus. Hein. Mais ils ont dû dire autant, on n'en veut pas plus qui reviennent chez nous.
considéré, vu la faiblesse de ce qui avait été prévu en effectif, ils ont peut-être considéré que c'était quantité négligeable et ils n'ont peut-être pas insisté pour les récupérer à tout prix. Et la France s'est retrouvée avec ce... C'était pas la première de leurs préoccupations. Tout à fait. En 1918, quand a démarré la guerre civile, le rapatriement de quelques milliers de soldats, ils étaient confrontés à de tels problèmes de faire tenir un État qui venait de se constituer. C'était vraiment sur le fil du rasoir. Hein. Je crois que tout le monde, c'est parti, on peut arrêter. Je vois que ça vous donne envie de discuter donc, entre vous, donc on va peut-être s'arrêter là. Bon, j'avais une question, moi, mais je te la poserai plus tard, parce que je sens qu'on n'aura pas l'écoute forcément. Je voulais juste vous dire, pour terminer, le mouvement de la paix donc, va fêter les prochains événements, fête en ce moment ses 70 ans, et nous vous invitons à Brive le 7 avril à 10 h, on fera une projection à entrée gratuite à la Maison du Bénévolat, à Brive-la-Gaillarde. Donc on passera 2 courts films. Ça ne durera pas trop longtemps, mais sur l'histoire du mouvement de la paix. Donc vous êtes tous invités. Et le 19 avril, toujours à Brive, on aura une projection d'un film, Demons in Paradise, sur la guerre au Sri Lanka. Plutôt sur la paix, on va dire. Donc voilà, ce sera au Rex. Et donc, vous voyez qu'on a un programme chargé. Donc pour ceux qui ne sont pas adhérents, n'hésitez pas à adhérer. Vous voyez, on fait à Brive le 7 avril à 10 h. Oui, à 10 h du matin. Voilà, et ça se finit. Et vous pouvez venir, pour ceux qui ne peuvent pas venir à 10 h, à 11h30, il y aura un apéritif. La Maison du Bénévolat, c'est boulevard Marc Zorbois, à côté de la clinique Saint-Germain. Et vous avez de toute façon, là, notre boutique, vous avez toutes les affiches, les flyers, les tracts pour ces futures manifestations. Et comme vous avez l'air d'être ravis de cet après-midi, donc n'hésitez pas à aller voir le matériel qu'on vous propose, hein, il y a pas mal de choses à emporter. Et comme vous avez l'air ravis, et nous aussi on est contents de monter à Seillac, on essaiera de revenir pour vous proposer quelque chose. Voilà. À bientôt. Merci. Je vais le voir. Je peux le faire. Je peux le faire. Donc on n'avait pas besoin de venir à Voilà, c'est ça. Tu as eu. Attends le... Oui. Non.